Tous les regards sont tournés vers Washington sur le coup de minuit. Des tarifs américains de 50 seront imposés à des centaines de produits canadiens. On est prêt advenant qu'il y ait des tarifs qui nous soient imposés. N'oublions pas qu'un oui de Trump aujourd'hui peut être un non demain. Le Parti québécois promet qu'il n'y aura pas de référendum avant le départ de Donald Trump. Ses adversaires politiques réagissent. La situation actuelle avec Trump, il faut s'y faire, ça va être la nouvelle normalité. Un projet de gazoduc piloté par la nation Atikamekw. Le grand chef Constant Washish avec nous. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Dans moins de 2 heures, une multitude de produits canadiens risque d'être frappés par une surtaxe américaine de 50 C'est énorme. Ce soir, il y a des milliers d'entreprises et des milliers de travailleurs qui retiennent leur souffle. La guerre tarifaire fait mal, mais l'incertitude aussi. Il y aurait eu des discussions tendues cet après-midi entre Donald Trump et Mark Carney. Est-ce qu'une entente est toujours possible à l'heure où on se parle? La suite avec Sabrina Rivet. Ce sont plus de 300 produits qui devraient être touchés par les tarifs douaniers de 50 Il faut le dire quand même, ce sont des objets vraiment divers. On parle notamment des décorations de Noël, de la vaisselle, du miel nature, mais aussi du lait et crème en poudre. Ça touche donc 28 milliards de dollars de produits canadiens. Alors bon, les négociations se sont intensifiées. Question bien sûr que le Canada échappe à cette nouvelle menace tarifaire. Le ministre des Relations Canada-États-Unis a passé la fin de semaine à Washington et l'était toujours aujourd'hui, notamment avec la responsable des négociations, Janice Charette, pour tenter de convenir à un accord. Mark Carney aussi qui a discuté avec Donald Trump cette semaine. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas que le Canada qui ne veut pas de ces tarifs parce que plus tôt aujourd'hui, la Chambre de commerce des États-Unis a demandé à ce que Washington et Ottawa s'entendent pour éviter de nouveaux droits de douane. Donc, l'incertitude est toujours présente alors que c'est une question quand même de dizaines de minutes ce soir avant l'imposition des possibles tarifs. On est encore, alors qu'il est en plein suspense, est-ce que les négociations vont aboutir positivement pour le Canada? Mais alors qu'il est, les négociations entre le Canada et les États-Unis se prolongent. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Je dirais oui. On peut imaginer que ces négociations réussissent à infléchir la position de Donald Trump. Mais même si Trump revenait sur son désir d'imposer 50 de taxes supplémentaires à certains produits canadiens, il ne faudrait pas non plus trop se réjouir. N'oublions pas qu'un oui de Trump aujourd'hui peut être un non demain. Et pour les entreprises, c'est encore de l'incertitude, parce que s'il y a des tarifs, ça va être pour combien de temps? Et si jamais il y a un sursis, encore une fois, ça va être pour combien de temps? J'en ai discuté avec le gérant d'une boutique de meubles et de décoration du plateau Mont-Royal. Toute la partie qui est sur le mobilier, la vaisselle, ce genre de choses-là, va être impactée. Toute cette incertitude économique, et en fait, ça rend quasiment impossible même la livraison de certains produits. C'est toujours cette incertitude de tarifs douaniers. On les met, on les enlève, on les met, on les enlève. Et en fait, si tu veux, c'est le fait de toujours jongler avec les humeurs des États-Unis, littéralement, qui est hyper bloquant. Bon, et maintenant, peu importe l'issue, je rappelle que Mark Carney a dit que le gouvernement avait des plans pour faire face à toutes les éventualités. Alors, on va laisser le temps au temps maintenant. Et on poursuit tout de suite la discussion avec l'analyste de la politique américaine, Valérie Baudouin. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Tu es aussi membre du comité consultatif sur les relations économiques Canada-États-Unis. On entendait des entrepreneurs dans le reportage de ma collègue Sabrina. Bien sûr, les gens sont stressés ce soir, encore une fois, c'est comme tu as déjà vu. Oui. Quels échos qu'on a ce soir? Est-ce que ça négocie encore? Est-ce que c'est encore possible d'en arriver à une entente? Ça négocie encore. Il est minuit moins une. C'est presque le cas de le dire. Là. Effectivement. L'horloge va très vite. On arrive bientôt à cette heure où les tarifs vont être imposés. Est-ce qu'il y a encore des chances d'un accord? Oui. Est-ce que les chances sont très grandes? Non. Est-ce qu'on va avoir droit à un sursis? Ça, c'est différentes possibilités. Oui. Mais on n'est pas, on s'attend pas vraiment à un miracle, à moins vraiment de trouver le bouton qu'on a bien appuyé pour pouvoir faire changer d'idée Donald Trump. Donc, le miracle, ça serait pas du tout de tarif de 50 mais peut-être qu'on pourrait avoir moins pire que ce qui s'en vient. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui. Bien, dans un monde idéal, pas de tarif de 50 parce qu'on a déjà des tarifs sur l'acier, sur l'aluminium, sur le bois d'œuvre, dans le secteur de l'automobile. On a l'ACOM à renégocier. Je pense qu'on a déjà quand même plusieurs dossiers avec les États-Unis qui sont très, très importants. Alors, dans un meilleur des mondes, il n'y a pas de tarif du tout parce que c'est quand même arrivé en grande surprise pour le gouvernement canadien
canadien, je le rappelle, d'avoir cette imposition de tarifs. C'était pas prévu, ça n'a pas été annoncé non plus avant. Mark Carney a parlé de discussions très intenses aujourd'hui. Ça, qu'est-ce que ça nous donne comme indice? Ça veut dire que c'est positif, hein, d'avoir des discussions encore. Le danger, c'est quand c'est terminé, quand tout le monde rentre à la maison, de savoir qu'il y a encore une délégation canadienne qui, en ce moment, est à négocier à Washington. Ça reste positif. Ça veut dire qu'on essaie encore de trouver un terrain d'entente. Si on ne le trouve pas à 11h59 ou à 23h59 ce soir, bien, peut-être qu'on va le trouver dans 2 jours ou peut-être qu'on va au moins avoir les bases d'une entente future. Et aussi, l'important, c'est pas d'accepter n'importe quoi, hein, parce que, assurément, que les États-Unis ont présenté quelque chose au gouvernement canadien, mais s'il n'y a pas rien de positif pour les entrepreneurs canadiens, pour les gens d'ici, bien, à quoi bon s'entendre et plier devant le président Trump? Et ça, le premier ministre canadien l'a dit déjà il y a quelques jours. Est-ce que ça veut dire que le Canada pourrait riposter, peut-être même riposter aussi fort qu'ajouter de notre côté ici la frontière des tarifs de 50 %? Je ne sais pas quelles vont être les répliques, mais oui, il y aura des répliques. Et ça, pour nous, ça a été très clair de dire on prépare une stratégie. On n'est pas les États-Unis. Alors ça, c'est pas le comité qui parle, mais c'est vraiment moi qui le dit dans mon analyse. On n'est pas la Chine. On n'a pas une économie américaine, une économie énorme non plus. On n'a pas les reins assez solides pour faire du œil pour œil, dent pour dent. Mais clairement, on est en train d'étudier toutes les stratégies pour voir où ça peut faire mal aux Américains sans trop nous faire mal à nous ici. Nos entrepreneurs sont stressés, mais de l'autre côté de la frontière aussi, est-ce que la pression des électeurs américains, des entrepreneurs américains pourrait peut-être faire bouger les choses aussi éventuellement? Si Donald Trump était un être rationnel, il pourrait y avoir une entente ce soir. Ça, c'est clair, net et précis, parce qu'il n'y a jamais eu d'aussi mauvais sondage au niveau économique. 29 % à peu près d'approbation de sa gestion de l'économie. Il a besoin d'une victoire. Il n'y a rien de réglé avec l'Iran. Il faut qu'il trouve un moyen de dire « j'ai un deal, j'ai une entente ». Est-ce qu'il va être rationnel? Est-ce qu'on aura cette version-là de Trump? On verra. On le sait qu'il peut être très émotif aussi par moment. Donc, dès -1, de nouveaux tarifs de 50 %, on croise les doigts. Et bien sûr, on continue de suivre ça. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. Politique provinciale maintenant. Le Parti québécois promet de ne pas tenir de référendum sur l'indépendance tant que Donald Trump dirigera les États-Unis. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Paul Saint-Pierre Plamondon. Et ses adversaires politiques n'ont pas tardé à réagir à cette déclaration. Le résumé de Jean-François Poudrier. Paul Saint-Pierre Plamondon avait déjà évoqué la possibilité d'attendre le départ de Donald Trump avant de lancer le processus référendaire. Après l'élection partielle dans Chicoutimi en février dernier, en fait, il avait rencontré des électeurs qui lui avaient fait part de leurs inquiétudes par rapport à l'impact de Donald Trump sur un Québec indépendant. À quelques jours des élections, il fait maintenant une promesse, pas de référendum avant le départ de Trump, prévu en janvier 2029. Sur son compte X, le chef péquiste écrit qu'un enjeu aussi crucial que celui de l'avenir politique du Québec exige des conditions qui permettent un débat éclairé et serein. Il ne doit pas être confisqué par les soubresauts de la politique américaine, ni par les coups d'éclat d'un président imprévisible, ni par des campagnes de peur. Et ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est simplement clarifier des choses que j'avais quand même déjà exprimées et réduire à néant l'argument répété là, de Christine Fréchette comme quoi on ne pouvait pas parler de notre avenir parce que Donald Trump est là. Là, c'est complètement écarté. La première ministre Christine Fréchette croit que cette annonce n'écarte en rien l'incertitude. Au lieu d'avoir de l'instabilité pendant le début d'un mandat du PQ, on aura de l'instabilité pendant la totalité d'un mandat du PQ, si jamais ils étaient élus, parce qu'ils organiseraient le référendu à la fin d'un premier mandat. La co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, ne croit pas, elle, que la situation politique américaine doit dicter le processus référendaire. Malheureusement, la situation actuelle avec Trump, il faut s'y faire, ça va être la nouvelle normalité. Et qui sait qui va remplacer Trump? Ça peut être J.D. Vance, on ne le sait pas. Ça ne peut pas dépendre de conditions comme celle qui va être le chef d'État des États-Unis. Le chef libéral Charles Milliard a écrit sur son compte X « Il vient d'admettre que son projet est trop risqué pour le Québec dans le contexte économique actuel, sans pour autant y renoncer. Il a raison sur une chose, c'est risqué. » Pour le chef conservateur Éric Duhem, PSPP est une vraie girouette référendiste. Comment faire confiance à quelqu'un qui a répété pendant 5 ans qu'il ferait l'indépendance coûte que coûte, puis change d'idée à une semaine des élections? Paul Saint-Pierre Plamondon espère que cette annonce lui viendra mettre de côté le débat sur le référendum et mettre l'accent sur d'autres enjeux. Et j'invite mes adversaires à nouveau à faire une campagne sur ce qu'eux proposent, parce que je comprends là, qu'ils veulent s'accrocher à ça, mais ça ne durera pas. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Je poursuis avec notre collaboratrice, l'analyste politique Antonine Iaccarini. Bonsoir, Antonine.
Bonsoir. Bon, j'aimerais t'entendre. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce-là? Parce que hier soir, à peu près à la pareille heure, on avait sur les messages, sur ces réseaux sociaux, qu'il allait faire une annonce importante. Mais finalement, tout ce qu'il nous annonce aujourd'hui, on le savait déjà un peu, là. Effectivement, c'est plus une précision qu'une annonce comme telle, mais nous, on suit la politique à tous les jours, on écoute tous les discours, on suit les élections partielles vraiment de façon attentive, mais est-ce que tous les électeurs avaient bien entendu le message de Paul Saint-Pierre Plamondon qu'il avait lancé en février dernier en disant que le PQ allait faire preuve de responsabilité, de jugement dans la manière dont il allait déployer un éventuel référendum? Je pense que la réponse, c'est non. Donc, à quelques jours du déclenchement des élections, venir préciser que ce ne sera pas nécessairement dans les 100 premiers jours, il y a une certaine flexibilité. Et contrairement à ce que disait Christine Fréchette, ce ne serait pas à la fin d'un mandat péquiste nécessairement. On est plus dans la mi-mandat. Et de toute façon, quand on regarde l'historique des derniers référendums, ça ne s'organise pas en 2 minutes nécessairement. Donc, c'était une précision. Ça visait à rassurer sans reculer pour pas briser le lien de confiance non plus. Je pense que c'est une opération quand même assez réussie. Mais est-ce qu'il ne veut pas aussi éviter que la question de l'urne ne soit que le référendum du Parti québécois? Parce que la question référendaire est quand même pas mal moins populaire que le Parti québécois avec son chef, là, présentement. Bien, effectivement, il y a comme un objectif d'évacuer en quelque sorte l'argument un peu de peur que les adversaires politiques vont apporter, c'est-à-dire de parler d'instabilité, un référendum, c'est pas le temps. On a entendu ces messages-là beaucoup de la part des adversaires politiques et c'est normal. Les adversaires, c'est une chose. Ce qui est important pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est 2 groupes de personnes. Sa base et les indécis et les gens qui peuvent voter pour autre chose que pour le PQ. Présentement, le PQ est à 30 % environ. Ça ressemble à l'appui pour la souveraineté quand on regarde les derniers sondages sur la souveraineté. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est d'aller chercher quelques pourcentages de plus pour une éventuelle majorité. Parce que quand on regarde les projections, on est plus dans des scénarios de gouvernement minoritaire. Donc, est-ce qu'il est capable comme ça d'aller convaincre des nationalistes qui sont moins friands de l'idée de faire un référendum en ce moment? C'est probablement l'objectif. Ouais. Est-ce qu'il risque quand même de déplaire à sa base? Au contraire, le chef jouit quand même d'une grande confiance de cette base-là? Oui, effectivement, hein, parce que si le chef du PQ reculait sur la question, alors là, il risque de tout perdre en essayant d'aller chercher des indécis. Par contre, le dosage était correct. Les gens qui suivent Paul Saint-Pierre Plamondon à la loupe savent très bien qu'il avait déjà dit quelque chose de semblable. Et à part peut-être certaines personnes qui sont extrêmement pressées et qui sont très, très intransigeantes, la plupart des membres de la base péquiste sont capables de comprendre aussi que pour gagner une élection, il faut quand même être en mesure d'aller chercher des gens supplémentaires. Et pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était aussi une manière de montrer qu'il est capable de faire preuve de flexibilité parce que c'est quelque chose qu'on lui accole beaucoup comme étiquette, d'être très rigide, idéologique. Il a réussi à démontrer qu'il pouvait faire preuve de souplesse et c'est probablement quelque chose qui va l'aider au cours de la campagne électorale aussi. Merci beaucoup, Antonine. Bonne soirée. Bonne soirée. Par ailleurs, la candidate du Parti québécois dans la circonscription de Tachereau retire sa candidature. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Jeanne Robin dit avoir pris cette décision pour des raisons personnelles. Elle affirme qu'elle va voter pour le PQ aux élections. Québec solidaire promet 9 mesures dans les 100 premiers jours si le parti est porté au pouvoir. QS veut entre autres augmenter le salaire minimum à 20 $ de l'heure et geler les hausses de loyer à l'inflation. Un ministère des Femmes et de l'égalité des genres serait créé. La formation promet aussi de bloquer les projets de pipeline et de gazoduc dans la province. De son côté, le Parti conservateur du Québec a lancé son livre noir des vieux partis. La formation d'Éric Duhem affirme y faire la démonstration que le modèle actuel ne fonctionne pas. Le parti promet de faire un ménage de 47 milliards de dollars sur 5 ans dans les dépenses du Québec. S'il est élu, il va dévoiler d'ailleurs sa plateforme électorale demain. La Nation Atikamekw fait équipe avec la firme norvégienne Marinvest Energy. Cette dernière souhaite développer un projet de gaz naturel liquéfié qui pourrait coûter jusqu'à 30 milliards de dollars. Pour nous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit avec nous, le grand chef sortant de la Nation Atikamekw, Constant Awashish. Quoi, M. Awashish? Quoi? Là, on parle vraiment d'un projet qui est majeur, d'un corridor énergétique partant de l'Alberta jusqu'au Québec, avec une usine aussi de gaz naturel?
de liquéfaction? Oui, il va y avoir un plan de liquéfaction, là, en anglais, ils disent Floating Liquefaction Plan. Ça ne serait pas nécessairement sur le terrain, ça va se faire dans les bateaux, là, des méthaniseurs. C'est comme ça que ça va se liquéfier. Donc, le gaz naturel qui partirait donc de Bécomo pour traverser jusqu'en Europe. Ouais. La question qui m'intéresse, c'est comment ça que la Nation Atikamekw s'est retrouvée au cœur de ce méga projet-là? Bien, je pense que tout le monde a entendu la rumeur. Là. Ça faisait quelque temps que la rumeur courait, parce qu'il y avait un groupe qui rencontrait les Premières Nations un peu partout au Québec. Et nous avons été rencontrés, évidemment. Et on s'est dit que peut-être là, c'était une opportunité de mieux se positionner dans un projet comme ça, de ne pas être dans les mêmes positions que d'autres projets auparavant, parce que les Premières Nations n'étaient seulement utilisées. On veut être maître d'œuvre en avant-plan. Mais encore là, je ne suis pas là pour défendre le projet nécessairement. Je suis là pour le présenter. On va l'étudier, on va l'analyser. Puis il y a beaucoup de choses à faire avant d'appeler ça un vrai projet. Là. Ouais, il y a une société qui s'appelle Kinoaski qui a été créée, qui est majoritaire présentement dans le projet. Qu'est-ce que la Nation Atikamekw ou les Premières Nations pourraient retirer éventuellement si jamais le projet va de l'avant? Bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre également, là, pour faire une analogie, qu'est-ce qu'on voulait, là, la logique en arrière de tout ça, c'est qu'on voulait protéger nos intérêts et nos droits. Comme, par exemple, quand il y a une prescription sur une cause, prescription de 3 ans, 10 ans ou peu importe, on dépose un recours en cours pour protéger nos droits, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant avec le recours. C'est un peu dans cette logique-là qu'on s'est positionné pour le projet. On a mis en place une corporation qui est en quelque sorte le véhicule qui va être utilisé et on veut inviter là, les Premières Nations à pouvoir participer dans ce projet-là si ça a lieu. Mais premièrement, il faut caractériser le projet. Il y a beaucoup de choses à définir. On est encore au début. Ben oui. Mais en même temps, quand on parle des grands projets énergétiques qui ont quand même la cote, là, je pense, par exemple, hier avec Churchill Falls, cette entente-là, où les Premières Nations disaient on n'a pas vraiment été consultés. Là, c'est comme si vous revirez la situation de bord. Mais là, en même temps, il y a toute la question de l'acceptabilité sociale. Il y a déjà des manifestations. Comment on va faire pour allier les gens derrière le projet? Bien, je pense qu'il y a un besoin actuellement. Là, quand on regarde la situation au niveau planétaire, les gens cherchent la diversification là, avec la guerre tarifaire. Ben, ouais, la guerre tarifaire, les guerres également. Il y a un manque d'approvisionnement un peu partout. Les gens cherchent des lieux pour s'approvisionner d'une autre façon. Mais actuellement, là, je pense que c'est la meilleure avenue avec les plus hauts standards de respect des droits humains, plus hauts standards également de sécurité. Je pense que le Canada est capable d'offrir ce type de projet-là, mais encore une fois, là, on est vraiment au niveau de la caractérisation du projet. Là. Alors, on va suivre ça avec attention aussi, parce que j'imagine que vous avez parlé avec les autres nations pour allier tout le monde au projet. Merci de vous être déplacé. Ça fait plaisir. Merci. Dans un tout autre ordre d'idées, 2 féminicides sont survenus en 48 heures dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Le 12e et 13e de l'année dans la province. Dans les 2 cas, ça s'est passé dans un contexte conjugal. Hier, une femme de 41 ans a d'ailleurs été retrouvée sans vie dans un logement, blessée par arme blanche. Et samedi dernier, c'est une femme de 44 ans qui a été assassinée en plein jour. Dans les 2 cas, les dossiers ne sont pas réglés parce que les suspects n'ont pas encore comparu. Ils sont toujours à l'hôpital dans un état jugé justement critique. Par ailleurs, une femme immigrante victime de violences conjugales vit présentement dans une maison d'hébergement avec sa fille. Elle attend désespérément une réponse du fédéral pour pouvoir rester au pays. Depuis son divorce, elle ne peut plus travailler. Marc-Antoine Mailloux l'a rencontrée. J'ai vécu de la violence de la part de mon ex-mari. Il m'a sorti de force de chez moi. Quelqu'un m'a aidé à me sortir de cette situation. Depuis août 2024, je vis dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales car je n'ai plus de travail. La femme immigrante n'est pas à l'abri de recevoir une lettre d'expulsion. Elle espère toutefois pouvoir rester au Canada. Pour elle, il est inconcevable de retourner dans son pays d'origine car elle craint pour sa vie. C'est dangereux pour ma fille et moi de retourner dans mon pays. J'ai des menaces de la famille de mon ex-mari et de ma propre famille. Je ne peux pas retourner là-bas. On menace même de reprendre la garde de l'enfant. Surtout une femme divorcée peut vraiment avoir énormément de problèmes là-bas. On va refuser de la loger, de la nourrir, de la soigner. Puis là, après ça, on me dit « Ah, mais non, s'il n'y a pas de danger, on nous répond même que mais non, il y a des ressources, il n'y a aucun problème. » On a quand même fait nos devoirs. On a appelé l'ambassade, on a appelé ces supposées ressources-là. Il n'y en a pas. Comment ça se fait que des choses comme ça arrivent alors qu'on a dans la loi des mesures qui permettent à la ministre d'intervenir, qui permettent au ministère d'intervenir dans les cas de violence conjugale, particulièrement dans des situations où les enfants sont en danger?
J'ai demandé à 3 reprises un permis de séjour temporaire pour les victimes de violences familiales. Ils ont tous été refusés, même si j'avais des preuves de la violence. Je ne sais pas pourquoi c'est refusé. Malheureusement, ce qu'on nous répond au ministère de l'Immigration et du côté du cabinet de la ministre, c'est écoutez, la dame est en maison d'hébergement, elle n'est plus en situation de violence conjugale. Réponse aberrante, une réponse que je qualifierais de manque de compassion totale. C'est très contradictoire et lorsqu'on demande des informations supplémentaires, on nous remet des lignes de loi et de directives qui ne donnent pas plus d'informations. On nous envoie même plutôt dans des ressources de prévention du suicide. Comme elle est sans statut, la femme vit avec une peur constante du renvoi, ce qui lui cause beaucoup d'anxiété. Je suis tombée malade. J'ai arrêté de manger. Derrière chaque numéro d'IUC, il y a un humain, il y a une famille, il y a quelqu'un qui a cru à la fausse promesse faite par le gouvernement libéral qui pouvait venir s'établir ici puis qu'il n'y aurait pas de problème. Et c'est ça qui est dommageable. Et malheureusement, le gouvernement fait la sourde oreille encore quand on a des situations comme celle-là. C'est une impuissance, une incompréhension, puis c'est une frustration aussi qui est en train de se créer parce que on aide ces femmes-là, on apprend à les connaître, on apprend leur histoire, puis ensuite on a des réponses qui font ni queue ni tête, puis qu'on ne sait plus quoi faire. J'aimerais que la ministre regarde ma situation avec humanité. Et vous y croyez encore? Oui. Oui, j'y crois encore. Le chef du service de police de la Ville de Montréal, Fatou Daguerre, a été élu président de l'Association canadienne des chefs de police. Il a été nommé lors du sommet annuel de l'association à Edmonton. Fatou Daguerre va diriger l'élaboration des priorités nationales en matière de sécurité publique. Il va aussi représenter les chefs de police lors de débats. Ce nouveau mandat est d'une durée de 2 ans. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir ou vous avez une histoire à partager, je vous invite à m'écrire par courriel à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Allez aussi faire un tour sur notre site web Nouveau Info pour voir ou revoir nos reportages et entrevues. Alors, nouvelle de dernière heure, on vient tout juste d'apprendre que les États-Unis et le Canada auraient conclu un accord, du moins, pour repousser l'entrée en vigueur des droits de douane de 50 qui devait être appliqué d'abord à minuit 1 ce soir. Donc, c'est vraiment une entente de toute dernière minute. Le président Donald Trump a d'ailleurs fait l'annonce sur son réseau Truth Social en disant qu'une entente avait été conclue. Donc, ça permet donc aux deux parties de continuer de négocier. D'ailleurs, un petit peu plus tôt avec Valérie Beaudoin, c'est ce qu'on comprenait, que Mark Carney avait parlé avec le président américain aujourd'hui. Il y avait eu des discussions assez intense, mais que tout ceci était quand même de bon augure. Alors, bien sûr, demain, on va continuer de suivre tout ça avec attention. Les droits de douane suspendus du moins pour 3 jours. Là-dessus, bonsoir. Bonne nuit tout le monde.